Alix, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Alix, nous sommes ravis. Vous voyez, notre coach de vie, Candice, se rappelait de vous et je l'ai appelé par votre nom. Comment allez-vous Alix, ça va? Oui, très bien, très bien. Je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes hypnothérapeute, que vous avez une école très connue à Aix-en-Provence. Vous, Alix, quelle est votre vision de la consommation des écrans quand vous voyez vos patients? Les patients, quand ils nous parlent de l'écran, souvent il y a une absorption. Alors, on arrive souvent de nous consulter parce qu'il y a une addiction, je veux dire, à tout ce qui est vidéo et l'écran. Mais l'écran quand même est en sécurité. Mais les gens sont en sécurité parce qu'ils sont derrière l'écran et ils ne sont pas donc en visu direct. Et ça permet bien souvent une belle communication qu'ils n'auraient peut-être pas autrement. Voilà. Alors, en fait, ce que vous nous dites, vous, Alix, ce qui est intéressant, c'est que on peut prendre le cas d'un timide même maladif. Oui. Il va parfois avoir une propension à être désinhibé parce qu'il est derrière son écran, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Derrière l'écran, c'est protecteur. Il y en a évidemment que c'est par facilité. Mais je pense qu'aussi l'écran donc protège. Et donc derrière l'écran, on se permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas faire en direct. Voilà. Est-ce qu'en même temps l'écran ne peut pas, parce que vous savez que maintenant les études sont assez édifiantes, les gens passent en moyenne 7h à 7h30 devant un écran. Est-ce que l'écran peut pas aussi, parce qu'il y a plein de pathologies, déréaliser, vous voyez ce que je veux dire, Alix? C'est-à-dire d'être trop dans le monde virtuel, on est de moins en moins présent à l'autre et à soi-même. Oui, mais est-ce que dans la réalité, on est vraiment présent à l'autre et à soi-même C'est une autre réflexion, ça, effectivement. Ouais. Alors, être derrière un écran et être dans un monde virtuel, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas soi-même bien souvent dans notre vie dans un monde virtuel ailleurs? Ouais. Vous savez qu'il y a de plus en plus... Alors c'est pas notre cas à nous, Alix, et aux gens qui sont sur le plateau ce soir-là, mais il faut être conscient de l'humanité. Il y a de plus en plus de gens qu'on appelle les gamers, Alix, n'est-ce pas? Les gens qui jouent aux jeux électroniques. Et je le dis à tous nos amis auditeurs, évidemment que c'est pas que les enfants et les ados, pas vrai? Une étude a montré que c'est 1 milliard de gamers dans le monde qu'il y a. Et il y a une étude qui a montré que comme ils jouent souvent certains à des jeux très violents, vous le savez, des jeux de guerre, chez les ados américains, ça démultiplie la violence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous feriez une relation entre ça et Columbine? Oui, c'est possible parce que ça permet de banaliser un petit peu la violence parce que on s'y habitue et je veux dire et s'habituer à la violence même si elle est virtuelle, je veux dire c'est se désensibiliser un petit peu de certaines horreurs et quand on est désensibilisé de certaines horreurs, on peut les pratiquer. Les études de thérapeutes américains de l'école de Palo Alto ou d'autres facs américaines le disent à Alix. Ce qui est incroyable, c'est que ces mômes-là, ils ont l'impression parce qu'ils créent un héros là-dedans, vous savez, il y a une espèce d'héroïsation liée à l'avatar qu'ils ont créé et tout ça, et ils ont généralement plusieurs vies, pas vrai? Ils pensent parfois même que quand ils vont tuer quelqu'un, un peu comme dans le jeu, la personne va se relever parce qu'elle aura une deuxième vie, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je veux dire, moi, ce que j'en tiens souvent, c'est qu'on a tous joué, quand on était petit, surtout de ma génération, aux gendarmes et aux voleurs, ou surtout aux cowboys et les Indiens. Donc, on tuait des Indiens avec des pistolets, les Indiens nous tuaient avec des flèches. Donc, on pourrait penser que c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que le réalisme, je pense, doit cacher la réalité, parce que quelque part, on s'habitue à cette violence-là et on prend du plaisir peut-être à voir du sang sur les écrans et donc des choses qui vont jaillir sur les écrans et tacher les écrans. Et là, c'est vraiment très, 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 très réel, quoi. Je veux dire. Après, je pense qu'on peut éviter, on peut confondre le réel et le virtuel, quoi. Voilà. Et vous êtes hypnothérapeute. Généralement, donc, on est bien d'accord que l'hypnose fait mettre quelqu'un, alors je vais mettre beaucoup d'emails, c'est vous le grand professionnel, Alix, en état modifié de conscience. On est d'accord? Oui. Pour accéder à l'inconscient de quelqu'un, il est très important de le mettre sur la dimension hypnotique en état modifié de conscience. On est d'accord? Est-ce que vous pensez, après ça dépend des zones du cerveau qui sont bougées, que ces jeunes-là, quand ils jouent, sont aussi en état modifié de conscience? Mais absolument. Ça n'a aucun doute. Quand vous regardez un film, vous êtes associé dans le film, vous êtes dans un état modifié de conscience. Quand vous êtes dans un jeu, vous êtes réellement dans le jeu. Je veux dire, moi j'ai vu des gens jouer à des jeux tout simples de voiture. Quand la voiture fait un tonneau, les gens se protègent la tête parce qu'ils sont dans la voiture. C'est ça. Donc vous imaginez quand c'est un jeu de guerre. Donc en fait, on est bien d'accord que ce soit virtuel ou réel, le cerveau il répond aux mêmes endroits au niveau des sillons neuronaux. On est bien d'accord, Alix? Tout à fait. C'est incroyable. Et c'est prouvé dans les neurosciences aujourd'hui. Et c'est prouvé en neurosciences. Alors, on arrive là à cette époque-là complètement délirant. On pense même au film Her avec Joaquin Phoenix, dont il tombait amoureux d'une femme qui était la voix de Scarlett Johansson, mais qui en fait était un microprocesseur. Mais les mondes virtuels vont amener quoi? Mais dans quoi on va? C'est
incroyable. En même temps, on peut être enthousiaste, mais on peine à penser ce que va être la vie amoureuse dans 3 ans, dans 5 ans, quand il y aura des réalités virtuelles, des cyborgs et tout ça, des robots, la révolution. Ça va être du délire, Alix, non? Oui, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent un petit peu de l'intelligence artificielle et de voir un petit peu ce que ça peut donner, parce qu'évidemment le virtuel va remplacer le réel bien souvent, mais après derrière c'est aussi une question de rêve. Si les gens aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à l'état hypnotique, c'est parce qu'on sait que l'imaginaire et le rêve, je veux dire, fonctionnent sur l'humain, et que bien souvent la réalité n'est qu'une perception de la réalité. Donc où on en est avec le virtuel, quoi. Ah, et nous, vous on utilise cette capacité à rêver et donc à se créer du virtuel à l'intérieur, quoi. Non, mais là, vous m'intéressez, vous savez, le courant de la loi d'attraction et tout ça, ou le courant même, on parlait du transhumanisme avec Candice tout à l'heure. Il y a des gens qui pensent qu'il y a plusieurs dimensions d'existence. On est d'accord, Alix, on se comprend, on va aller loin. On va passer sur France Culture un petit peu. Il y en a qui parlent du vortex, des autres plans, qu'on voyait un peu dans Matrix. Vous vous rappelez, Nemo, avec les changements de plans? Vous y croyez, vous, ça, qu'il y aurait d'autres plans de vie comme ça, plus verticaux, plus... Vous savez, moi, on m'a appris une chose, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont douté à une époque de l'hypnose parce qu'on n'était pas assez ouvert. Alors moi, aujourd'hui, je me méfie, je vais dire, je me ferme à rien du tout. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Et je peux croire effectivement beaucoup de choses parce que dans mon métier, je veux dire, pour aider les gens, il faut que je croie ce qu'ils croient. Il faut que je sois eux dans leur tête. Donc je peux croire à beaucoup de choses, effectivement. Et même ce que vous m'annoncez là, oui. Oui, alors, parce que moi je suis assez partisan de ça, Alex, vous voyez ce que je veux dire? L'histoire de Nemo, là, qui passe de chambre en chambre, qui rentre dans la matrice, et parce que moi, ce qui m'intéresse toujours, comme vous, hein, d'ailleurs, c'est d'aider les gens à réussir leur vie, on est d'accord, à transformer leurs rêves en réalité, et il y a parfois une dimension comme ça, d'accélérateur, de booster, si on change de dimension. Moi-même, je le vis grâce à la loi d'attraction depuis 7-8 ans. Je pense que ça marche, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, Alix, je veux pas faire peur à tout le monde, mais... Oui, c'est pour ça que je me méfie dans ce qui est dit, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire peur à tout le monde. Mais quand on s'intéresse à la physique quantique et des possibilités et des potentialités, effectivement, ça peut un peu effrayer, ça peut nous faire poser ce genre de questions. Et puis on arrive à la vision quantique de la vie, hein, à la physique quantique, à tout ça. Hein. C'est pour ça que je préfère que les gens se fassent une propre opinion plutôt que moi d'annoncer des choses et que, voilà, je préfère que les gens se fassent leur propre opinion parce que ça peut faire peur. Alix, Candice va vous dire un mot. Bonsoir Alix. D'accord, avec plaisir. J'ai juste une petite question par rapport à la glande pinéale. Le fait d'être toute la journée soumis donc à les écrans, hein, avoir le regard qui est soit sur un ordinateur, une tablette, un smartphone, on sait que maintenant c'est démontré que ça vient perturber la glande pinéale qui elle a un rôle central pour donc réguler les rythmes biologiques. Donc est-ce que vous, d'une part j'ai une question par rapport donc à ce lien hein, entre les perturbations du sommeil et la surconsommation du numérique. Et on dit apparemment, alors après c'est vous qui avez l'expertise, hein, mais soi-disant que ça va modifier hein, les générations futures à force d'être exposées comme ça à trop d'ondes, de radiofréquences et de numérique, ça va modifier la façon de se représenter toutes tout ce qui est imaginaire, la façon de rêver, etc. Tout va être un petit peu modifié dans le cerveau. Est-ce que vous avez des études ou des réflexions par rapport à ça? Oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait possible, mais vous savez, depuis tout petit, on vit déjà ça à travers d'autres films et d'autres rêves qu'on se fait soi-même. On peut penser qu'on est depuis la naissance dans un état hypnotique permanent, parce qu'on est jamais vraiment complètement, totalement conscient, si ce n'est très peu de temps. Hein. 98% de notre temps, on est dans un état ailleurs. Ouais, et aujourd'hui, on sait dans l'épigénétique que la génétique est pas faite comme ça et que l'expression des gènes va être modifiée par l'environnement. Et je suppose que cet environnement virtuel aussi va modifier l'expression de nos gènes, bien sûr. Alix, on vous écouterait des heures. Vous venez à Paris un jour, vous venez en plateau avec nous, hein, oui, ça sera avec joie, on vous embrasse fort, Alix. Et merci de vos éclairages et de vos lumières toujours aussi passionnantes. À bientôt, Alix. Beaucoup. On vous embrasse. D'accord, bien sûr, Christophe. Bonne soirée.